architecte, ni chef politique, ni personne. C'était l'intelligence collective. Donc, premier constat, la révolution tunisienne n'est pas une révolution religieuse. Et c'est vraiment très, très important. Parce que c'est la première fois que dans le monde musulman, il se passe quelque chose qui n'est pas d'ordre ethnique, identitaire, religieux, non. Quelque chose de typiquement humaniste au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, la liberté humaine, de l'humanité, au nom du genre humain. Les Tunisiens ont dit on est des êtres humains, c'est tout. Je me souviens, il y avait une pancarte qui disait juifs, tunisiens, chrétiens, on est tous, j'ai oublié ça faisait une rime. Bon, je vais la retrouver. On est tous tunisiens, voilà ce qu'il disait. Juifs, musulmans, chrétiens, on est tous tunisiens. Donc, c'est une révolution non religieuse et c'est très, très important. Parce qu'on n'a pas fini d'analyser ce phénomène et on l'a très peu même analysé. Paradoxalement, ça n'est pas une révolution anti-religieuse. Ça n'est pas une révolution irreligieuse, comme celle de la Révolution française, qui a dressé des potences et des guillotines pour couper la tête aux curés. Aucun imam n'a été persécuté, pourchassé, violenté, molesté, absolument pas. Donc, pas de Coran brandi, donc pas de révolution religieuse, pas de Coran brûlé non plus. C'était ni l'un ni l'autre, c'était au-delà. C'était un dépassement de soi qui n'avait plus rien à voir avec toutes ces questions qui sont précisément tout le temps dans le feu des projecteurs et des médias. Donc, les Tunisiens se sont affirmés hommes libres sans cesser d'être des gens croyants, des gens pieux. Ça ne les a pas empêchés. Donc c'est là qu'on voit que la question de la religion et de la liberté, etc., est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire on peut parfaitement être croyant et être un homme libre. Chose que les démocraties ont un peu oubliée. Voilà. Donc c'est la grande question aujourd'hui qui va être traitée dans le monde, en fait, qu'on va vivre et qu'on n'a pas fini de résoudre d'ailleurs. Comment vont s'arbitrer ces deux forces désormais aussi sacrées l'une que l'autre, la liberté et la croyance. C'est ça le grand match, si j'ose dire, qui est en train de se jouer pour nous. C'est donc la liberté et la foi. Comment elles vont s'articuler, comment elles vont vivre ensemble. Voilà. Sans se tuer, sans qu'un croyant tue un homme libre, et sans qu'un homme libre, démocrate, entre guillemets, tue un croyant. C'est une controverse gigantesque qui, même en Tunisie, a failli nous précipiter dans la guerre civile. Je le précise. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est toute une histoire très, très, très particulière et je ne vais pas vous bassiner avec ça. Mais on a failli y passer. Et cette controverse gigantesque continue et commence à répandre en Occident des convulsions dont lui-même n'est pas sorti. J'ai l'impression que la Tunisie est en train un peu d'en sortir, alors qu'au contraire, dans certaines parties du monde occidental, non, pas du tout. Alors, la question tunisienne, c'est peut-être celle-ci. Et je pense qu'elle vaut pour tous. C'est pour ça que vous avez dit que... Comment, finalement, le besoin de liberté, qui est une valeur du monde moderne, depuis la Révolution française et depuis la Révolution américaine, n'est-ce pas? Comment ce besoin de liberté va-t-il se concilier avec la tradition, avec l'autorité, tout simplement, de la tradition, de la transmission? Comment on va pouvoir à la fois transmettre sans être prisonnier de cette mémoire qui nous a été transmise, sans nous enfermer, en quelque sorte, dans cette vision unilatérale du monde qui fait que le passé est un âge d'or. On croit que le passé est un âge d'or, c'est ce que j'ai un peu fait au début, hein, et que la liberté va détruire cet âge d'or. Hein. Bien. Donc, pourquoi c'est compliqué à penser? Pour une raison très très simple. Parce que c'est inédit. Avec la révolution tunisienne, il s'est passé quelque chose qui n'a pas encore eu lieu dans l'histoire. C'est quoi? Qu'est-ce que nous a appris l'histoire? L'histoire nous a appris que la démocratie moderne s'était faite dans le retrait du religieux. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir démocratie que par la sortie du religieux. Bon, certains, sûrement,
parmi vous ont lu Marcel Gauchet, c'est toute cette thèse, hein, le désenchantement donc, du monde. Donc, le retrait du religieux a permis à la liberté de conscience, a permis l'incroyance, par exemple. Et c'est à partir de tout ça que la démocratie s'est construite. C'est ce qu'on a appelé après la laïcité, etc. Donc, l'histoire s'est faite dans le retrait du religieux et la modernité a commencé à ce moment-là. Bien. Donc, retrait du religieux et non pas réveil du religieux. Or, on est dans un cas de figure exactement contraire. On est dans une renaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sentiments religieux pour toutes sortes de raisons que je vous ai expliquées et d'autres qui sont peut-être inexplicables. Donc, le déclin des églises européennes, vous vous rappelez, s'était fait grâce à cette force morale de la démocratie. C'est-à-dire que finalement, quand même, le scepticisme, en quelque sorte métaphysique, est une force morale qui a permis la science, qui a permis les grands savants, sont tous plus ou moins sceptiques sur le plan religieux, mais c'est peut-être ça qui leur a dit que le salut passait par la science. Donc il y a quelque chose de l'ordre du scientifique qui s'est créé, en quelque sorte, dans ce retrait du religieux. Donc, le déclin des églises a été une force morale de la démocratie. Or, ce que je viens de dire sur la Tunisie, le 14 janvier, a bouleversé ce schéma-là. Il a introduit dans l'aspiration démocratique elle-même la conscience islamiste. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu la révolution, tout le monde avait le droit de s'exprimer, les libertins, entre guillemets, pour parler de la liberté de conscience, les croyants et les islamistes. C'est-à-dire que ça a ouvert la porte à toutes les formes d'expression, et on revient là à la pluralité qu'on va essayer de mettre ensemble. Donc, la conscience islamique est désormais admise dans l'empire des droits démocratiques. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter, qu'on le veuille ou non, parce qu'elle a été sacrifiée pendant des décennies sans aucun résultat. Aucun pouvoir nationaliste monolithique n'est venu à bout de la résistance religieuse, qui se présentait elle-même d'ailleurs comme une défense de la liberté intime. Aucune dictature n'a pu venir à bout. Donc, on est dans un chemin exactement inverse de celui qu'on connaît à travers les livres d'histoire, etc., etc. La démocratie, donc, ne peut plus parier sur la régression du religieux. Donc, il va falloir qu'elle pense ça. Sinon, ce sera le mourir et non pas le vivre. Donc, elle doit se penser non seulement pas dans la régression du religieux, mais même dans sa progression. La religion, le religieux est une force d'émergence qui rencontre, avec la démocratie, avec la révolution tunisienne et donc la démocratie qui en découle, l'expérience de la liberté. Donc, aujourd'hui, la conscience islamiste se veut une instance de la conscience démocratique à part entière. Et c'est parce que je l'ai vécu que je me rends compte que je ne suis pas islamiste, hein, mais j'ai compris ça. Et cette singularité que moi j'ai comprise et que d'autres, comme moi, heureusement, ont compris, en Tunisie, pas tous, pas tout le monde, hein, il y en a encore qui résistent beaucoup à cette thèse-là, cette singularité donc de la Tunisie reste incomprise des démocraties occidentales parce que précisément la genèse des démocraties occidentales s'est faite dans la sortie du religieux et non dans sa vitalité renaissante. Donc c'est très difficile, je comprends, pour un occidental de comprendre ce phénomène, mais il va falloir qu'il s'y mette. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'encore plus profond sur le plan non pas religieux maintenant, mais humaniste, qui va être décisif et qui va être le déclic du vivre ensemble? La Révolution, donc, a ramené une valeur essentielle dans ce que j'appelle les faillites du progrès. Et là, je fais des raccourcis, je m'en excuse. Le progrès, dans ces dernières décennies, a négligé et même abîmé, on revient encore à l'image de l'homme dépravé de Rousseau, une valeur essentielle de l'homme qui est la dignité. Et ça, on le voit tous les jours à la télévision, partout, à chaque fois. C'est vraiment des images de déchéance de l'humanité et non pas de dignité qui sont représentées. Donc la représentation de la dignité fait défaut dans le monde moderne. Il n'y a pas de représentation de la dignité.
Et la révolution tunisienne l'a remis comme valeur centrale, au centre même de son soulèvement. Bon, il y avait la liberté, l'égalité, etc., la fraternité, mais la dignité vient s'ajouter comme droit de l'homme à ce frontispice des valeurs européennes. Il faut maintenant compter avec ce mot, dignité, que la révolution tunisienne a mis comme ça, comme une nouvelle étoile dans les différentes lumières, en quelque sorte, pour parler le langage des Lumières, que la révolution des Lumières du XVIIIe siècle avait répandue. Donc la dignité, c'est une révolution des Lumières aussi. Alors la question que pose la dignité, c'est celle-là. Comment l'homme moderne, qui avait réussi à s'accomplir dans la liberté, peut retrouver le visage de sa dignité que les libertés déréglées lui font perdre? Par quel truchement la liberté va se concilier avec la tradition? Parce que vous voyez très bien que les libertés individuelles ou individualistes sont en train de se dérégler. Elles sont en train de devenir ce qu'on appelle des jouissances de droits sans limite. Et des droits qui sont sans limite ne sont plus des droits. Ce sont des appétits déguisés de la force. Donc les libertés individualistes ou hyper-individualistes sont devenues une espèce de guerre de tous contre tous. Il y a donc là une dérive des libertés. Et la dignité a tout d'un coup éclairé cette dérive-là et dit non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai parlé de la tradition. Donc, par quel truchement la liberté va-t-elle se concilier? Donc, la tradition qui, elle, porte en elle quelque chose de la dignité humaine. Je dirais, puisqu'on est là pour parler, par le langage. Le langage que j'appelle, moi, d'un autre terme qui convient mieux à la question politique que l'on traite, la civilité. La civilité. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de conversation. En opposition à communication. Alors, la conversation, on ne va pas aussi entrer dans un débat philosophique, c'est la recherche de l'esprit en faveur de la vérité, en gros, tandis que la communication, c'est au contraire, la destruction de l'esprit en faveur de la puissance. La communication est plus tournée vers la puissance et la conversation est plus tournée vers la vraie recherche de la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le 14 janvier? J'ai entendu un jour, il y avait tellement de meetings populaires et tout, un professeur d'histoire qui parlait la langue du peuple, comme ça, la gouaille, avec la gouaille populaire. Et il a dit une phrase très belle que je n'ai pas oubliée. Il a dit « Les cœurs pleins de silence se sont mis à parler ». Et c'est exactement ça, si vous voulez, la civilité. C'est quand les cœurs pleins de silence se mettent à parler. Et c'est ce qui s'est passé dans tous les coins. Et en même temps, si vous voulez, ils se sont mis à parler avec, je dirais, une vieille et haute distinction populaire, une vieille et haute distinction langagière. Et tout l'espoir politique a été rehaussé par ce que j'ai mis dans mon livre sur Béji Caïd Sebsi, donc l'inspiration tunisienne. L'espoir politique a été rehaussé par une langue de gentilhomme du peuple. Et cette langue de gentilhomme du peuple, je peux vous dire, elle n'existe plus dans les médias modernes. Elle n'existe plus. Elle existe dans la rue, chez des gens qui ne sont même pas instruits, qui ont cette espèce de don oratoire qu'ils ont hérité, transmis de leur mère, de leur grand-mère, etc., et qu'ils ont développé maintenant dans un sens, et donc qui est intelligible par tout le monde. La langue des gentilshommes du peuple est intelligible par tout le monde. Et là, on a eu, c'est ça qui nous avait... Le vivre ensemble, là, c'est noué comment? Ça, parce que, comme je vous ai dit, il y a deux grands courants, les modernes, n'est-ce pas, et les islamistes en Tunisie. Et ces deux courants donc, sont représentés par Béji Caïd Sebsi, notre président actuel, et Rachid Ranouchi, le président du parti islamiste. Eh bien, ces deux chefs, ces deux, je dirais... oui, ces deux... Je les ai appelés les chefs indiens, moi, qui ont fumé le calumet de la paix. Parce qu'ils ont fumé le calumet de la paix. Ces deux chefs de la nation... Parce que Béji Caïd Sebsi, c'est le porteur de l'idée nationaliste, bourguibienne, de l'indépendance, etc. Et Rachid Ranouchi, c'était l'opposant à Bourguiba. C'était son ennemi héréditaire. Pendant 40 ans, il était exilé. Eh bien, ces deux chefs de la nation, Béji Caïd Sebsi et Rachid Ranouchi, se sont mis
ennemi héréditaire depuis toujours, irréductible. L'un, si vous voulez, comme mal-aimé du bourguibisme, Rachid Ranouchi, qui a été persécuté, n'est-ce pas? Et l'autre comme fils choyé de Bourguiba, Béchir Essebsi. Eh bien, ces deux chefs tutélaires de la nation et de la religion et sont tous deux des virtuoses, n'est-ce pas, de ce verbe civilisé dont je vous parle, qui a occupé l'agora et qui continue à occuper l'agora tunisienne. Donc, je dis, c'est le langage. Le langage, pour résumer, est une économie de la dignité et de la civilité. Et c'est cette grammaire de la liberté, et c'est cette liberté et cette tradition qui s'articulent en fait dans une grammaire, si vous voulez. C'est là que s'est joué le ressort secret qui a permis la paix civile. S'il n'y avait pas eu cette articulation de deux leaders qui savent se parler et qui ont mis en scène leur verbe, qui se sont en quelque sorte dans une conversation où aucun des deux n'a humilié l'autre en quelque sorte, eh bien c'est là qu'on a pu en quelque sorte sortir et voir tout d'un coup le bout du tunnel, puisque comme je vous ai dit, en 2013, on était au bord de la guerre civile. Donc, comment est-ce qu'on définirait la civilité qui est absolument fondamentale pour le vivre ensemble? Je la définirais comme une mesure intérieure des conduites qui met la dignité au centre de l'exercice des libertés. S'il n'y a pas de civilité, il n'y a pas de liberté. S'il n'y a pas de lien entre les gens, la liberté, ce n'est pas la rupture des liens, c'est exactement le contraire. Pas de lien, pas de liberté. Donc, c'est une loi non écrite, la civilité, ce n'est pas un droit, ce n'est pas du droit, ça ne relève pas du droit. Le droit ne dit pas le tout de l'humain. Les gens sont polarisés maintenant sur le droit. Il faut un peu faire taire un peu les juristes. Hein, il faut un peu... Non, je ne dis pas les faire taire, parce que là, ça serait répressif, mais bon, il faut leur dire de baisser un peu la voix. Voilà. Je crois qu'il faut que les juristes arrêtent un peu de nous embêter. Parce que la civilité n'a rien à voir avec le droit. Et c'est ça, la clé. C'est pas le droit. C'est pas que quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous allez porter plainte contre lui, vous allez avoir dans un procès, etc. Non, pas du tout. C'est que vous allez aller le voir et vous allez dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas s'entendre quand même? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un compromis, etc. C'est ça, la civilité. Donc, c'est une loi non écrite entre ce que j'appelle la transmission des liens et l'invention des libertés. Parce qu'évidemment, ça ne suffit pas de transmettre les liens. Il faut inventer, s'adapter au nouveau monde. C'est ça la difficulté. Donc, c'est quelque chose de plus que le droit qui apprend quoi? Qui apprend aux gens libres, à la liberté de conscience, ou à la liberté tout court, à protéger justement la fragilité des liens humains qui forment le tissu, en quelque sorte, soyeux de la dignité. Qui prend soin de la dignité. La dignité doit être protégée par la civilité. C'est ça le secret, c'est ça le mystère. Et ce mystère, il nous a été transmis par les ancêtres. Et il faut absolument qu'on le perpétue d'une autre manière, sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, tout ça. On ne va pas répéter, on n'est pas dans la répétition, non. On est dans l'invention. Mais, j'insiste, je dis que la civilité est un préalable au vivre ensemble de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de civilité. Or, aujourd'hui, les démocraties, ce sont des systèmes incivils, profondément violents, avec des face-à-face, avec des débats absolument, obscènes, entre des chefs de partis qui s'envoient des choses absolument impudiques. Moi, à chaque fois, je suis blessée, je suis offensée. Pas moi, personnellement, mais pour le genre humain, quoi. Je suis offensée que des gens qui prétendent être des démocrates se parlent comme ça. À chaque fois, je suis un peu sonnée. Je n'arrive plus à entendre, d'ailleurs. Je ne les entends plus. Voilà, la civilité est un préalable au vivre ensemble de la démocratie. Pas de civilité, pas de démocratie. Alors, maintenant, je vais entrer dans le mignon, dans le joli. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà une illustration que la civilité est un préalable au vivre ensemble de la démocratie. On a vu des choses très amusantes à Tunis. Peu à peu, au cours de ces 5 années de bagarres, d'anathèmes, de rangées, de batailles rangées au bardeau, avec d'un côté les islamistes, d'un côté les modernistes qui s'envoyaient, etc. Des assassinats aussi. Il y a eu des assassinats de corps d'armée, des assassinats d'intellectuels. Il y a eu ça aussi, attention, hein, je ne suis pas en train d'idéaliser. Mais on est sorti de ça. Peu à peu, grâce, comme j'ai dit, à cette capacité de formuler de Béchir Essebsi et de tous les Tunisiens et de tous les gens du peuple. On est sorti de ça.
Alors, on a vu peu à peu nos barbus venir parler à la télé avec un air affable, enjoué. Ils étaient un peu moins barbus même, je dirais. Bon. Non, mais c'est vrai, je vous assure, tout ce que je dis, je n'ai rien inventé, hein, attention. Les laïcs, eux, ils ont fait exactement le contraire. Ils ont émaillé leurs propos de dictons sacrés. Ils se sont amusés à jouer sur les vers. Non, mais c'est vrai, je vous jure. Tous les jours, j'écoute la télévision et c'est un spectacle extraordinaire à Tunis parce que c'est fait de choses comme ça. Les imams, donc comme vous diriez les curés, n'est-ce pas, sont devenus des intellos qui récitent en quelque sorte quoi? Le Coran? Non, pas du tout. Ils récitent les oracles de la constitution civile. Voilà. Les imams qui sont là pour prêcher, n'est-ce pas, la parole religieuse, eh bien, maintenant, ils se sont devenus des intellos qui vous parlent de la constitution civile. Et les modernes, comme moi, mais enfin pas tout à fait moi, d'autres, parlent constamment en émaillant leurs propos de versets du Coran. Donc, voilà, chacun a prêté à l'autre son masque reconverti. Voilà. Ils ont appris à s'apprivoiser. Ils se sont apprivoisés. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils siègent dans le même gouvernement. Ils siègent dans le gouvernement. L'extrême gauche, l'extrême droite, la gauche, la droite. Les théologiens, entre guillemets, qui étaient des islamistes. Et les modernistes laïcs, qui étaient la gauche pure et dure, qui détestaient les religieux et qui avaient envie de les égouiller. Eh bien, ils siègent dans le même gouvernement. Ils chantent en chœur l'hymne national et la patrie à l'Assemblée. Vous les voyez tous se lever ensemble, les islamistes et les autres. Ils chantent l'hymne national et ils jurent tous ensemble à l'unisson que l'islam, qu'ils mèneront contre l'islam djihadiste militaire, en gros, une guerre sans pitié. Donc c'est une révolution. Enfin, c'est la deuxième révolution. Alors c'est pour ça que face à tous ces pièges que je me suis tendue à moi-même et que l'histoire est en train de nous tendre, la révolution tunisienne a marché un peu hors des sentiers militaires et furieux, violents, qu'ont emprunté les musulmans, entre guillemets, pour mourir ensemble. Ou les démocrates pour tuer ensemble. Les uns meurent ensemble, les autres tuent ensemble. Mais c'est la même chose. C'est kiff-kiff. Et on a eu la tragédie, on a eu des tragédies. On a eu par exemple la tragédie du Bardo, n'est-ce pas, où les touristes ont été assassinés l'année dernière. Mais il y a quelque chose qui est passé totalement inaperçu par les médias, comme d'habitude. Les choses importantes, ils ne les voient pas du tout. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé parce que c'est ma conclusion. Et je pense qu'elle est d'abord, je vais décrire ce qui s'est exactement passé. Donc, il y a eu une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme officielle, hein, une grande cérémonie où toute la société civile, les politiques, les islamistes, les modernistes étaient tous présents. Il s'est passé une chose très insolite qui est passée inaperçue et que je vais vous décrire. Alors, dans l'entrée du musée du Bardo, il y a une gigantesque mosaïque. Juste dans l'entrée, voilà, une mosaïque qui est beaucoup plus grande que ce mur, qui représente Neptune, donc le dieu des mers, donc un dieu de la mythologie ancienne, hein, dans un attelage bondissant en quelque sorte sur les flots. Et Neptune est entouré de médaillons, tout ça sur la mosaïque, hein, qui a été restaurée, etc., représentant des Néréides, n'est-ce pas, c'est-à-dire des sirènes, hein, nues, dansant sur des monstres marins. Voilà, ça c'est toute la mythologie. Bon. Et des sirènes oiseaux, des femmes oiseaux. Ça c'est le fond de la mosaïque. Le fond Et en bas de la mosaïque, une troupe de musiciens tunisiens a pris place. C'était pour faire donc cette cérémonie. Et ils ont offert un spectacle inouï. Ils étaient assis sous cette fresque romaine, dans une posture rituelle, musulmane, sacrée, hein, rehaussés de leurs toges,
et de leurs turbans soyeux, bon, ces belles tenues, n'est-ce pas, de chez nous, en soie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont psalmodié des mélodies sacrées qui semblaient s'élever vers le dieu Neptune, vers le triomphe, parce que la mosaïque s'appelle le triomphe de Neptune. C'est le nom de la mosaïque. Et on avait l'impression que le dieu Neptune les écoutait ravis, en quelque sorte, en pacifiant les éléments déchaînés, parce qu'il y a une tempête, de son trident surnaturel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'islam, n'est-ce pas, qui est en train de vaincre l'idolâtrie. Enfin, c'est cet islam dont j'ai parlé au début, c'est des musulmans, en tout cas, pas l'islam des musulmans, parce qu'il y a un autre islam, qui a vaincu, donc, l'islam qui avait vaincu l'idolâtrie, c'est-à-dire qui lutte contre l'idolâtrie, eh bien, célèbre aujourd'hui les dieux de l'Olympe et ne les brise pas, comme ailleurs. Donc, le monothéisme, en fait, ne condamne plus le polythéisme. Et même, il offre un cantique sacré aux splendeurs de la culture antique. C'est ça, le vivre ensemble. C'est ça. C'est créer ensemble. Neptune a été célébré comme un ancêtre par les descendants du prophète. Je sais, c'est drôle, mais c'est vrai. Donc, l'islam, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'islam est une odyssée de l'histoire humaine, simplement, et non pas l'origine et la fin de tout. C'est fini le mythe de l'origine, ici. Il est mort. C'est-à-dire que l'Antiquité précède l'islam aussi. Et c'est une antiquité du passé dans la profondeur d'une condition humaine commune depuis la nuit des temps. C'est ça. Donc l'islam est une odyssée comme une autre, n'est-ce pas? Comme celle d'Homère, ni plus ni moins. Mais alors le clou du spectacle, c'était quoi? C'était la présence des islamistes officiels à cette cérémonie. Ils étaient là au grand complet. Et ils ont communié aussi en apothéose avec ce syncrétisme contre le fanatisme, où des choristes pieux, des chanteurs pieux, croyants, profondément pieux, donc qui chantent, ont ressuscité un dieu païen dans une passion du beau, si vous voulez, en symbiose avec la béatitude de leur foi. Donc il n'y a plus eu cette espèce de combat entre la beauté de l'art et la vérité de la foi. Voilà, là aussi, c'est le vivre ensemble. Donc, c'était juste après quand même l'épouvante du massacre, l'épouvante sépulcrale, je dirais, du massacre. C'était quelques jours avant ou quelques semaines, je ne sais plus. Donc, après l'épouvante sépulcrale du massacre, la beauté des corps ressuscités, la beauté des corps dessinés de pâte de verre, de corail et de granit, comme sont faites les mosaïques, a fait resplendir la vie, finalement, et non pas la mort, donc le vivre ensemble, dans les médaillons des nymphes. Et se sont animées sous la pureté virile. Les femmes, ces femmes à moitié nues, s'animaient en quelque sorte sous la pureté virile des voix. Donc, l'islam tunisien là, a mis en scène en musique son humanité au diapason du poème mythologique. Je dirais que là, le génie antique s'est marié tout simplement à la douceur de la révélation. Donc le musulman n'a plus à briser l'œuvre humaine pour s'élever vers Dieu. Sa foi n'a plus à se renier pour magnifier l'œuvre. Le Bardo, le musée du Bardo, a ouvert les pages du livre incréé, le Coran, dans le vaste tableau des choses créées par l'art, la nature et la vie. Et j'aime à penser, et c'est ma dernière remarque, que les fresques du Bardo, qui ce jour-là ont été soulevées par la grâce d'un chant sacré, ont scellé le serment du vivre ensemble contre celui du mourir ensemble. Et dans un tableau, si vous voulez, que l'islam tunisien a offert ce jour-là, tout simplement au genre humain. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Bégy, pour cet exposé absolument magistral et qui nous a fait réfléchir. Et là, maintenant, c'est le temps de parler ensemble, si vous le permettez. Alors, il y a un micro au centre de la salle et si vous voulez bien vous avancer pour poser des questions, nous allons avoir une période de questions, une courte période de questions. Oui, allez-y. Pouvez-vous nommer, vous présenter? Bonsoir tout le monde. Je suis désolée, je suis plangue. Alors, je suis doctorante tunisienne en séjour de recherche ici à l'Université d'Ottawa. J'avais vraiment énormément plaisir de voir ce sujet discuté dans ce pays au Canada. Je vois que c'est vraiment le pays là où on peut parler de vivre ensemble. J'avais toujours des expériences différentes en Europe. J'ai visité la France, l'Italie, la Suisse. J'étais en Portugal, j'étais dans pas mal de pays pour des séjours de recherche, pour des colloques. Et là, j'ai découvert un monde complètement différent. Je vais vous dire tout d'abord, merci pour cette présentation. Pour certains points, malgré ça, je ne suis pas d'accord avec vous en tant que jeune Tunisienne. Parce que moi, je suis ici, quand je suis venue là, des amis, des proches, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Est-ce que vous allez revenir chez vous? Je leur dis oui, je vais revenir. Parce qu'on sait bien, chez nous, quand on sort, on quitte le pays,